Bonjour à tous. Durant cette présentation, il sera question d'un bref survol de la méthodologie de l'indice de défavorisation, les problèmes qui sont liés à l'utilisation et données de l'enquête nationale et ménages à propos d'une mise à jour en 2011 et finalement des solutions qui sont envisagées pour contourner les problèmes qui sont liés à ces données de l'enquête nationale et ménages. Ça fait que le contexte ici, d'entrée de jeu, soulignons les trois utilités de l'indice de défavorisation. C'est que l'indice permet d'ajouter une information socio-économique dans les bases de données administratives. Parce que la plupart de ces bases de données-là ne contiennent pas d'informations sur la scolarité, l'emploi, le revenu, par exemple. Ça permet aussi de mesurer les inégalités sociales et de les suivre dans le temps et l'espace. Et l'indice regroupe et détermine la santé plutôt qu'un seul indicateur. Ça fait que le développement de l'indice s'inspire des travaux de Peter Townsend sur le concept de défavorisation qui est vu comme un état des avantages relatifs face à l'ensemble de la société auquel appartient l'individu. Cela comprend essentiellement deux grandes dimensions, matérielle qui réfère à la possession de biens et aux commodités de la vie courante, puis une autre dimension plus sociale qui tient compte, qui renvoie aux notions de cohésion sociale, isolement. Ça fait que le choix du recensement comme source de données, c'est facilement imposé par la possibilité de produire de l'information à petite échelle. C'est que l'unité géographique, l'unité d'analyse sera ici l'aire de diffusion, l'AD. Ça fait que dans le reste de la présentation, je vais parler de l'AD pour l'aire de diffusion. Ça fait que ça comprend, grosso modo, un secteur de 400 à 800 personnes. Ça fait qu'on peut produire de l'information à petite échelle, ce qui fait en sorte que l'on peut supposer une certaine homogénéité pour les caractéristiques qui sont partagées par les individus qui vivent dans une même AD. De plus, un lien avec les bases de données administratives peut se faire facilement parce que dans les bases de données administratives, on a les codes postaux, puis on peut utiliser un fichier de conversion des codes postaux qui permet de faire le lien avec la géographie de recensement. Le choix des indicateurs repose sur plusieurs critères. Donc, il faut avoir les affinités avec les dimensions matérielles et sociales du concept de défavorisation. Puis, il faut avoir des liens connus entre les inégalités sociales et la santé. Ça fait qu'en tout, on a retenu 6 indicateurs. Ça fait que les 5 premiers indicateurs, le revenu personnel, le taux d'emploi, la proportion de personnes sans diplôme d'études secondaires, la proportion de personnes seules et la proportion de personnes séparées, divorcées ou veuves, puis un sixième indicateur qui porte sur la proportion de familles monoparentales. Et disons que les 5 indicateurs, les 5 premiers indicateurs se rapportent aux personnes de 15 ans et plus vivant en ménage privé et qui sont ajustés pour tenir compte de l'âge et du sexe. Ça fait que la création de l'indice se fait par une intégration de ces 6 indicateurs par une analyse en composantes principales. Le but de cette analyse-là, c'est de réduire le nombre de dimensions, c'est de réduire le nombre d'indicateurs tout en ayant la plus grande variabilité sur les 6 indicateurs. Ça fait qu'ici, en exemple, pour le Québec, en 2010, on a obtenu 2 grandes dimensions qui réfèrent directement au concept de défavorisation. La première composante est formée surtout de la scolarité, de l'emploi et de revenus.
tandis que la deuxième composante, le plus sociale, est formée des trois autres indicateurs. Après ça, bien, par la suite, il est possible de calculer pour chaque AD une note factorielle pour chacune de ces dimensions. Ça fait qu'en ordonnant les AD en ordre croissant de leur note factorielle et en les pondérant par leur population, on peut scinder les distributions-là en quintiles. En quintiles du plus favorisé au plus défavorisé. Ainsi, bien, on parlera de quintiles de défavorisation matérielle et sociale comme mesure d'inégalité sociale. Avec le temps, les besoins exprimés, il y a eu quand même plusieurs versions de l'indice qui ont vu le jour. À chaque fois, bien, les analyses en composantes principales révèlent les mêmes structures factorielles. Donc, bien, ici, ça confère à une validité de construit. Fait que ça, bien, ça va nous permettre de suivre les inégalités sociales dans le temps et l'espace depuis 1991, puis à diverses géographies au Canada. L'indice est validé et reconnu, est utilisé à toutes sortes de sources auprès des organismes gouvernementaux et même par la communauté scientifique. Sa mise à jour en 2011, elle est très attendue, mais le contexte de l'abolition du recensement à long fait en sorte qu'on se pose des questions quant à son implication. Ça fait que, disons, qu'on a eu une certaine pression à ce niveau-là depuis quelques années. Fait que les défis posés par l'indice de défavorisation, c'est que mentionnons, bien, dans un premier temps, qu'il y a eu un problème. Ici, bien, le premier vrai problème se rapporte à la qualité des données à petite échelle des AD. C'est que le passage à une enquête à portée volontaire a fait en sorte de faire baisser les taux de réponse de manière drastique. En 2011, c'était de 69 en 2006, c'était de 94 tandis qu'en 2011, pour le Canada, ça a baissé à 69 D'aucuns diront que ce n'est pas si pire que ça, les taux de réponse pour une enquête à 69 Ça, bien, ça vaut très bien pour l'ensemble du Québec et le Canada. Mais qu'en est-il à petite échelle? Mais c'est là qu'est le très gros problème. Puis l'impact avec l'enquête nationale des ménages, c'est que ça touche trois indicateurs, le revenu moyen, le taux d'emploi, la scolarité. Les trois autres indicateurs plus social proviennent du recensement en cours. Statistique Canada produit un indice à chacune des géographies, un indice pour la qualité des données qui s'appelle le taux global de non-réponse. Fait que ce taux-là combine la non-réponse totale au niveau des ménages et la non-réponse partielle pour les questions devant être répondues par les individus. Plus le TGN est élevé, plus grand est le risque potentiel de biais dans les estimations. Puis le seuil de suppression qui a été retenu par Statistique Canada est que lorsque le TGN est supérieur à 50 on ne diffuse pas l'information, alors qu'il était de 25 avant. Si on applique ces critères-là pour l'ensemble des municipalités au Québec, c'est qu'il y aurait 25 des municipalités qui n'auraient pas de diffusion. Mais il faut quand même mettre ça en perspective, parce que finalement, le problème touche essentiellement de très petites municipalités, ce qui compte pour 3 de l'ensemble de la population. Pour ce qui est des AD, et 7 des AD qui ne respectent pas ce seuil, 6,4 de la population, mais c'est un problème qui touche plus les AD en milieu rural. Donc, c'est là que se concentrent les très petites municipalités. Donc, comment on compose avec ça?
c'est que le seuil de 50 est carrément là, arbitraire. Pourquoi pas 40 pourquoi pas 50 Puis 2 AD là, à 50 non, probablement pas le même biais. Un exemple, une AD multiculturelle de Montréal là, avec un TGN de 40 est-elle moins biaisée qu'une AD homogène à Chandler là, ou à Gaspé avec un TGN à 60 Parce que ça se peut que les gens là, qui ne répondent pas soient plus une communauté culturelle que d'une autre. Donc, c'est très arbitraire là, à ce niveau-là. Identifier les biais là, est très ardu. C'est qu'on ne peut pas comparer le profil des répondants là, avec les non-répondants. Puis un changement là, de 2006 là, à 2011, est-il réel ou est-il le résultat d'un biais causé par la non-réponse? Ou à l'inverse, à l'extrême, l'absence d'un changement est-elle réelle ou est-ce qu'un véritable changement a été annulé par le biais relié là, à la non-réponse? Aucune mesure là, de correction simple là, peut être faite là, pour toutes les aires, là, pour toutes les aires de diffusion. Le positif dans tout ça, c'est qu'il y a quand même 3 points. C'est que le nombre d'AD qui ne respectent pas les critères là, est quand même relativement faible. Fait qu'on pourra porter plus attention à certaines AD. Il y a environ 95 des territoires d'AD qui sont identiques là, en 2011 et en 2006. Ça fait que ça ouvre la porte là, à des comparaisons avec 2006. Et le caractère relatif de l'indice, ça, c'est un point important. C'est qu'on ne s'intéresse pas là, aux estimations précises des indicateurs, comme, admettons, le revenu précis là, par AD, mais on s'intéresse plutôt à leur intégration. C'est que les AD sont regroupés en quintiles, ce qui réduit les erreurs, ce qui réduit les risques d'erreurs de classification, mis à part peut-être celles là, qui se trouvent là, à la frontière de deux quintiles. Fait que les défis aussi posés, là, on a trouvé un autre problème là, en analysant les données. Un autre problème là, est apparu, c'est qu'avant de procéder à l'intégration des indicateurs par une analyse en composantes principales, une étape d'ajustement est donnée selon 4 grands groupes d'âge et de sexe était nécessaire. En effet, la structure d'âge et de sexe peut varier passablement d'une AD à l'autre. Pour les recensements antérieurs, la méthode retenue est celle de la standardisation directe, avec comme population de référence le Québec ou le Canada, dépendamment de la version utilisée. Pour ce faire, il faut connaître les chiffres de population dans chacune des combinaisons de groupes d'âge et de sexe à l'intérieur de chaque AD. Ça fait que pour l'enquête nationale et ménages, cela n'est malheureusement pas possible. Des cellules d'âge et de sexe peuvent comprendre des valeurs supprimées. Ici, c'est textuellement ce que c'est qui est écrit dans un document, dans un document de référence de Statistique Canada, c'est que dans le cas de toutes les variables quantitatives, une statistique est supprimée si le nombre d'enregistrements réels à partir desquels ont été calculés est inférieur à 4. Mais dans les faits, lorsqu'on reçoit les données, c'est qu'ils mettent un 0. Fait qu'on ne sait pas si c'est un vrai 0 ou si c'est un 0 qui contient des personnes supprimées. Donc pour nous, c'est très difficile d'utiliser ces données-là pour faire la standardisation directe. Fait que ce problème-là est plus criant à certains indicateurs, surtout pour la scolarité, où il y a seulement 19 des AD avec aucune information supprimée. Si on ajusterait juste avec l'âge, on améliore sensiblement les choses, mais ça reste un problème important, ce qui fait qu'on ne pourra pas utiliser la standardisation directe comme on le faisait auparavant. Fait que maintenant, présentons les premières stratégies d'analyse envisagées pour la mise à jour de l'indice de défavorisation en 2011. C'est qu'on cherche des solutions dont les critères sont les suivants. C'est de répondre aux défis méthodologiques de l'enquête. C'est les 2 problèmes que l'on a soulevés tantôt. C'est que ça soit comparable aux versions précédentes. C'est qu'on pourrait appliquer les solutions aux données 2006 et de comparer le nouveau regroupement
le nouveau regroupement de ces solutions-là avec la version antérieure. C'est pour voir s'il y a des changements. Parce que c'est important là, de procéder à une solution qui va nous permettre d'être comparable dans le temps avec ce que c'est qui était fait auparavant. Et le troisième point, c'est que c'est facilement reproductible à l'échelle des AD au Québec là, et au Canada. Ça fait qu'avant de procéder là, aux solutions en tant que telles, on va parler de la classification des AD. Le groupe 1, c'est des AD qui sont éliminés. C'est qu'on élimine des AD d'emblée parce qu'ils sont peu populeux, ils contiennent beaucoup de ménages collectifs et qu'il n'y a pas d'informations socio-économiques. Fait qu'en 2006, là, on avait à peu près 3 de la population qui était touchée par ça. En 2011, on devrait s'attendre à avoir le même nombre aussi. Ça fait que ces groupes d'AD-là ne recevront pas d'indice. Ça fait que bon an, mal an, là, avec toutes les personnes là, de l'indice, c'est qu'on couvre 97 de la population du Canada et du Québec. Il y a deux autres groupes d'AD. Il y a les AD qui sont mises de côté parce que la qualité est jugée médiocre. On peut prendre l'exemple un TGN supérieur à 50 ça fait qu'on va les mettre de côté temporairement. Puis le groupe 3, c'est les AD qui sont considérés pour l'analyse en composante principale. On va les séparer en deux, avec ceux de qualité moyenne et ceux de très bonne qualité. Fait qu'on va l'appliquer. Ce que c'est qu'on suggère de faire, c'est d'appliquer une correction supplémentaire sur les indicateurs de qualité moyenne avant de procéder à l'ACP. Et on produit l'indice. Les AD du groupe 2, on applique aussi une correction sur les indicateurs et on produit l'indice en prenant la structure factorielle avec ceux qui ont été formés par le groupe 3. Ça fait que les solutions seront appliquées uniquement aux indicateurs de l'enquête nationale des ménages. Ça fait que la première solution, c'est la standardisation indirecte. C'est que c'est une mesure retenue du type ratio. Ça fait que ça va être la valeur que l'on observe sur la valeur attendue. Ça fait qu'on va l'appliquer à toutes les AD, puis ça implique uniquement la connaissance de la structure d'âge de la population vivant en ménage privé de l'AD. On pourrait prendre cette information-là au recensement, à la portion au cours du recensement. Il y a un inconvénient avec cette méthode-là, c'est qu'il y a une lacune connue pour la comparaison directe entre AD. Ça fait que ça va peut-être engendrer d'autres biais. Il y a la possibilité d'appliquer une correction supplémentaire, on en a parlé tantôt, d'améliorer la qualité en utilisant de l'information auxiliaire, en utilisant de l'estimation du recensement précédent, ou les estimations d'un territoire plus grand, par exemple, un ensemble de AD voisins ou qui ont des caractéristiques similaires, mais qui ont de meilleurs TGN. Puis on suggère un estimateur composite de la forme suivante. La deuxième solution, c'est l'estimation par le quotient. C'est les taux ajustés 2006. C'est que pour les AD du groupe qui semblaient à très bonne qualité, ça fait qu'on va faire le calcul des proportions ajustées si c'est possible. Si ce n'est pas possible, et pour les autres AD, on approxime la valeur ajustée 2006 en utilisant on approxime l'estimation par les valeurs ajustées 2006 et les proportions brutes 2006-2011 la forme suivante. Puis on peut donner un exemple. C'est tout simplement qu'une augmentation que l'on observe entre les proportions brutes 2011-2006 est de 10 on applique cette hausse-là à la proportion ajustée 2006 pour obtenir celle 2011. Ça, c'est vrai en autant que la structure d'âge est la même entre 2011 et 2006, ou sinon, il faut affecter un nouveau facteur. Ça fait qu'on a encore ici la possibilité d'appliquer une correction supplémentaire au groupe d'AD 2 et 3 qu'on a vu tantôt, mais cette fois uniquement en utilisant l'information auxiliaire un territoire plus grand.
Ça fait qu'en tout, ben, on aura 5 façons là, de déterminer l'indice de défavorisation, puis ils vont être là, évalués selon le type d'ajustement, puis la présence ou non là, de correction. Ça fait que ces méthodes-là seront là, également là, appliquées aux données là, 2006 là, afin de produire là, les indices de défavorisation qui seront comparés avec la version précédente. Ça fait qu'en conclusion, comme l'indice de défavorisation est fortement là, utilisé, reconnu là, et validé, une mise à jour s'avère nécessaire, bien que l'utilisation des données de l'enquête nationale des ménages semble poser problème. Les besoins demeurent là, importants pour suivre l'évolution des inégalités sociales de santé. Il n'existe pas de solution parfaite. Il n'existe pas de solution parfaite dans le but de minimiser les risques de biais potentiels liés à la présence d'EGN élevée au niveau des AD. Par contre, là, on va pouvoir tester différentes méthodes qui vont faire en sorte là, de comparer les données 2006 là, et de vérifier leur propension, là, et détecter les inégalités de santé sur quelques indicateurs de santé. D'autres solutions, c'est que l'avenir semble noir pour l'indice de défavorisation tel qu'il est conçu. Il faudra chercher d'autres solutions, surtout dans le contexte du maintien de l'abolition du questionnaire long du recensement dans l'avenir. Ça ne fait pas longtemps, là, on a eu la confirmation qu'en 2016, ça va être reconduit à l'enquête nationale des ménages. Fait que, ben, il faudrait peut-être considérer d'autres sources là, de données à l'avenir et surtout là, innover, trouver une façon là, de produire un autre indice, peut-être de passer du concept de la défavorisation à un autre concept là, qui serait comme la vulnérabilité, par exemple. Donc, là, introduire d'autres dimensions, d'autres indicateurs, d'autres variables là, dans un indice global. Fait que, merci de votre attention. Merci.